pour arrêter les guerres, pour s'unir, pour travailler ensemble, pour aller de l'avant, c'est pas en allant chercher les Russes ou en allant chercher les Français ou les Américains qu'on va s'en sortir. J'ai vu l'autre jour le président de la République démocratique du Congo qui veut signer un accord sur des mines avec les États-Unis. Mais est-ce que Monsieur le Président, vous n'avez pas vu ce qui s'est passé en Ukraine? L'Ukraine a offert les terres rares de l'Ukraine. Monsieur Zelensky, là, il a donné les terres rares de l'Ukraine aux Américains pour la guerre contre la Russie. Il en est où? La République centrafricaine est surtout connue pour les actes de son leader très charismatique, l'empereur Bokassa. En réalité, la France, pour cacher ses méfaits, les nombreux massacres qu'ils ont commis en République centrafricaine, ont fait passer Bokassa pour plus que ce qu'il n'était. Document publié par le Canard enchaîné. Une photocopie de 4 lignes signée Bokassa, ordonnant à son comptoir national du diamant de sortir une plaquette de 30 carats destinée à M. Giscard d'Estaing, ministre des Finances de la République française. Oui. L'ami d'hier était devenu l'ennemi à abattre, tout simplement parce que la Centrafrique croule sous les enjeux géopolitiques de différentes forces extérieures. Depuis son accession à l'indépendance, la République centrafricaine n'a pas véritablement connu d'instant de paix, à l'instar de plusieurs autres pays africains qui souffrent de la richesse de leur sol et de leur sous-sol. Des acteurs internationaux, la France, la Russie, la Suisse, les États-Unis, des acteurs régionaux comme le Tchad, le Soudan, le Cameroun, le Congo-RDC, le Congo-Brazzaville vont participer activement et participent encore jusqu'à aujourd'hui à la déstabilisation de ce pays. Mais il ne faut pas oublier les acteurs locaux, des Centrafricains qui, par appât du gain, mais aussi par volonté de pouvoir, ont vendu leurs terres, ont vendu leurs frères et sœurs qui ont vécu un véritable enfer en Centrafrique. Aujourd'hui, je vais vraiment mettre l'emphase sur les réelles causes de la guerre civile qui a eu lieu de 2012 jusqu'à 2015-16. Mais en réalité, on va retracer l'histoire de la Centrafrique très rapidement depuis le début de la colonisation, un peu de l'esclavage rapidement, pour donner du contexte. Et ensuite, on va faire une ouverture vers ce qui se passe aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, la République centrafricaine sert non seulement de base arrière pour la déstabilisation et le massacre de populations soudanaises, mais en même temps souffre d'une profonde déstabilisation à l'interne et les populations centrafricaines souffrent beaucoup. Donc, Djanwali tout le monde, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Afzal Diallo. Vous êtes sur la chaîne de Koumen. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ici, on parle de géopolitique, de géostratégie, mais aussi de culture africaine en général. Et si c'est des sujets qui vous intéressent, abonnez-vous encore une fois et laissez des commentaires, c'est le plus important. On va rapidement brosser un état des lieux historique parce que beaucoup de gens, beaucoup de médias occidentaux veulent nous faire croire que la République centrafricaine est tombée dans une guerre civile du fait que les Africains n'arrivent pas à se gérer entre eux et du fait que les religions en Afrique sont des extrémismes et etc. etc. Bref, on va vraiment essayer de décortiquer tout ça et je ne suis pas le plus gros défenseur des religions, mais en même temps, il faut mettre les choses au clair. Donc générique et à tout de suite. Comme je l'ai dit dans l'introduction, le plus important dans cette vidéo, ça va vraiment être les enjeux géopolitiques. Donc la partie qu'on va aborder tout de suite, le côté un peu historique, on va aller rapidement. Quand on remonte dans le temps, donc à la période de la colonisation, on se rend compte que la République centrafricaine paye depuis ce temps-là le fait que son sous-sol soit extrêmement riche. Mais en réalité, la France colonise la République centrafricaine presque par un malheureux hasard du destin. En réalité, l'objectif même de la France, c'était de faire main basse sur le Nil qui était géré en ce moment-là par l'Angleterre, donc par la Grande-Bretagne, vous dites comme vous voulez. En tout cas, par les Anglais. Et donc, la France veut récupérer le Nil et par la même occasion, s'ils peuvent gratter des territoires de l'Égypte, ça les arrange. Sauf que quand ils décident d'avancer vers l'Égypte, ils se font battre par les Anglais et donc ils reculent. Et donc, ce recul-là va faire qu'ils vont se retrouver dans la frontière de la République centrafricaine. Lorsqu'ils se retrouvent dans cette République centrafricaine, ils décident que les terres dans lesquelles ils sont des terres inoccupées, même s'ils croisent des autochtones qui vivent là-bas depuis des siècles et des siècles. Et donc, ils vont décider que cette terre va devenir une terre française. Et ça va vraiment mal aller parce que les autochtones refusent catégoriquement l'occupation française. Et ça va être le début d'une colonisation hyper violente. Mais il y a quelque chose qu'il faut comprendre en ce moment précis là de l'histoire. La colonisation en République centrafricaine va être hyper violente parce que les résistances contre l'occupation vont également être très virulentes.
Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a eu la pénétration arabo-musulmane, parce que quoi qu'on dise, l'islam n'est pas arrivé dans nos contrées de façon très douce. En tout cas, dans certaines contrées, peut-être plus douce que d'autres, mais en tout cas, pas de façon très douce. Aujourd'hui, en Afrique, on peut dire qu'en Afrique en général, la pénétration arabo-musulmane a coûté la vie à environ 200 millions de personnes, quand 38 millions de personnes ont été mis en esclavage. Donc pour 38 millions d'esclaves, ils en ont tué 200 millions d'habitants. Et donc, cette pénétration arabo-musulmane-là qui a profondément touché les populations, ont fait que lorsque les colons blancs sont arrivés, les occidentaux, eh bien les résistances ont été très fortes. On parle environ de 300 millions de morts pour 40 millions d'esclaves. Donc vous comprenez que l'Afrique a perdu beaucoup de sa substance vive. Et donc, après cette période-là, les gens vraiment commencent à ne plus apprécier les étrangers, ce qui peut se comprendre. Donc lorsque la France essaye de s'installer en République centrafricaine, les Centrafricains ne sont pas du tout coopératifs. Et donc il va s'en suivre, comme je le disais, une colonisation hyper violent. Et c'est important de préciser ça parce que lorsque les Arabes arrivent, ils imposent l'islam avec beaucoup de violence. Mais lorsque les Blancs aussi arrivent, les Occidentaux arrivent, ils vont imposer le christianisme avec beaucoup de violence. Je dis ça pas pour dénigrer les religions, chacun choisit sa religion selon ses principes et ses valeurs, mais je dis ça juste pour que vous compreniez que la religion a souvent été assimilée à la violence dans ces pays-là. Et c'est un truc assez important à prendre en compte dans ce qui va suivre. Maintenant, en termes d'administration, la France regarde la République centrafricaine et se dit ce territoire-là, il n'est pas très intéressant à exploiter. Il y a de fortes chances qu'on perde beaucoup d'argent. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont regarder un peu partout autour d'eux et ils vont se dire ah tiens, les Belges ont un très beau modèle en République démocratique du Congo. Et ils vont calquer exactement le modèle belge de République démocratique du Congo en Centrafrique. C'est-à-dire qu'ils vont laisser libre cours aux entreprises privées d'exploiter la République centrafricaine. Et on se retrouve donc avec des entrepreneurs racistes qui ont droit de vie et de mort sur les populations locales à condition de faire le maximum de profit. C'est ainsi donc que la République centrafricaine et ses habitants vont se retrouver dans un engrenage très dur. Surtout lorsqu'il y a la production effrénée en Europe, en Occident en général, de roues dont on a besoin de caoutchouc. Donc l'EVA, la production d'EVA va coûter la vie à beaucoup de Centrafricains. Et c'est dans cette même période-là qu'on va voir apparaître énormément de camps de concentration. Parce que oui, on ne vous le dit pas souvent, mais il y a eu énormément de camps de concentration sur le territoire africain. En République centrafricaine, il y en a eu beaucoup. Et les Centrafricains en ont beaucoup souffert. Et dans toute cette période-là, il y a aussi le fait qu'on va tout faire, en tout cas l'Occident va tout faire, la France va tout faire pour que les chefs locaux participent activement à l'exploitation des peuples. Si vous êtes coopératif, on vous laisse décider plus ou moins de comment va fonctionner les razzias. Si vous n'êtes pas coopératif, on va raser tout votre village. C'est donc ainsi qu'un chef va décider de s'opposer fermement aux razzias dans sa région. Ce chef, c'est Midongo Nbundulu. Désolé si je le prononce mal vraiment. Et ce chef va s'opposer farouchement donc au razzia, comme je le disais. Mais il y a une petite particularité. Ce chef, lorsqu'il sera exécuté par la force française, sa femme va être tellement éprise de chagrin qu'elle va mourir quelques semaines plus tard. Et ce couple-là avait des enfants. Parmi ses enfants, l'empereur, le futur empereur Bokassa. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que Bokassa, en réalité, était le fils d'un chef qui était un chef respectable. Un chef qui pensait à sa population, un vrai chef. Disons-le comme ça. Sauf que Bokassa va être pris finalement du syndrome de Stockholm, qui va faire qu'il va tomber en amour pour ses bourreaux, pour cette violente France qui a fait souffrir sa famille. Mais de l'autre côté, il y a un autre monsieur. Ce monsieur, c'est Barthélemy Boganda. Boganda, c'est le père de l'indépendance de Centrafrique. En réalité, Boganda a beaucoup de similitudes avec Bokassa finalement parce que ses parents ont été exécutés également par la force coloniale française. Mais contrairement à Bokassa, Boganda est un homme de lettres dans le sens où il veut la connaissance. À l'école, il brille par ses excellentes notes, il rentre au séminaire, il brille également par le fait qu'il maîtrise la Bible, etc. Et il va utiliser la Bible comme un point d'ancrage de sa philosophie pour sortir sa population de la domination. Parce que qu'est-ce qu'on dit dans la Bible finalement? Que tout le monde est égaux. Et c'est sur ça que Barthélemy Boganda va s'appuyer
pour dire qu'il va falloir qu'on devienne indépendant sur ce territoire de Centrafrique. C'est d'ailleurs lui qui va donner le nom République centrafricaine à ce qui s'appelait avant l'Ubangui-Chari. Malheureusement, comme je le disais, on ne va pas rentrer dans le détail parce que l'histoire de Bokassa ou l'histoire de Barthélemy Boganda mérite une vidéo à part entière pour chacun des deux personnages. C'est vraiment important. Donc, on va pas parler d'eux en profondeur. On va juste brosser. Peut-être plus tard, on fera une vidéo sur chacun d'eux. Mais le plus important, c'est que Barthélemy Boganda va mourir malheureusement dans un accident d'avion. C'est ce qu'on veut nous faire croire. Mais la réalité, c'est que Barthélemy Boganda a été assassiné dans un avion. Voilà ce qu'il faut dire. Parce que l'avion a fait un crash. Barthélemy Boganda est mort pour ses idées révolutionnaires et on n'a pas eu d'enquête. La compagnie aérienne a soi-disant inventé un truc en disant que oui, si on fait une enquête, leur compagnie aérienne ne sera plus crédible. Il y a un président africain qui est mort et on dit on ne peut pas faire d'enquête parce que sinon ça va ruiner la crédibilité d'une entreprise d'avions qui fait des avions qui font des crashs. S'il vous plaît. Et croyez-moi, c'est le premier d'une longue liste. Ce n'était même pas le premier, mais vous m'avez compris. Malheureusement, après Boganda, ça sera une longue succession de coups d'État, de dictatures, de répression, de tout ce que vous pouvez imaginer qui est arrivé dans pas mal de pays. Et en République centrafricaine, ça va arriver encore de façon très forte parce que Bokassa va faire beaucoup de mal. Après et avant Bokassa aussi, il y aura beaucoup de mal. En tout cas, après Boganda, il faut comprendre que la République centrafricaine, c'est devenu quelque chose de terrible. Maintenant qu'on a fait ce très rapide rappel historique, il va falloir qu'on aille de l'avant. Et en fait, j'ai envie qu'on aille étape par étape pour qu'on comprenne vraiment quels sont les enjeux de la République centrafricaine. Donc, commençons d'abord par sa position, sa géographie. La République centrafricaine, c'est 623 000 km². Mais la République centrafricaine, c'est surtout un territoire rempli de matières importantes. L'or, on en trouve partout, quasiment. Le diamant, on en trouve partout. Le pétrole, on en trouve partout. En fait, la République centrafricaine, c'est des mines à ciel ouvert. Parce que quand je dis ciel ouvert, c'est que j'ai regardé des vidéos sur les orpailleurs clandestins, les chercheurs de diamants clandestins, mais ils creusent à peine pour trouver ces matières-là. L'uranium, il y en a en quantité. Contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, le fait d'être un pays enclavé ne signifie pas qu'on a un pays maudit. C'est un sujet vraiment qui me tient à cœur, mais on ne va pas rentrer sur certains débats. On va aller sur la République centrafricaine en avance. Le fait d'être un pays enclavé permet d'être un acteur très important dans la coopération régionale. Grâce à la République centrafricaine, on peut faire les liens entre plusieurs pays et faciliter le transport de plusieurs marchandises très importantes. Donc finalement, la République centrafricaine est hyper riche à l'intérieur de la République centrafricaine, mais en même temps, elle a assez de voisins pour faire du commerce avec chacun d'eux. Et en même temps, elle a tellement de voisins qu'elle peut faire de l'intercommerce aussi pour eux. En fait, la République centrafricaine, c'est vraiment le potentiel d'une puissance régionale. Ce potentiel a été sacrifié sur l'autel de l'appât du gain et de l'appât du pouvoir de certains acteurs locaux, mais aussi d'acteurs internationaux. Par exemple, lorsque vous regardez cette carte que je vous présente à l'écran, vous vous rendez bien compte que toute la République centrafricaine est bourré de ressources minières. Comme je le disais, l'or, le diamant, le pétrole, on en a pratiquement sur tout le territoire. Ce qui va aussi nous permettre de... Cette carte nous permet également de comprendre que lorsque la guerre va commencer en République centrafricaine, elle va vraiment se diffuser sur toute l'étendue du territoire. Il y a certains pays, lorsqu'il y a la guerre, lorsqu'il y a du terrorisme, on se rend compte que ce terrorisme-là est très ciblé sur des zones précises du pays. Mais il n'est pas diffusé. Par contre, en République centrafricaine, en regardant la carte, on comprend pourquoi cette guerre s'est diffusée sur l'étendue du territoire. Parce que chaque groupe terroriste, chaque groupe rebelle armé essaye de garantir un territoire. En fait, l'objectif de certains groupes terroristes sont des attaques ponctuelles à des endroits clés pour pouvoir utiliser ces endroits-là pour sortir des matières qui vont leur donner de l'argent. Par contre, dans certaines autres guerres, je ne suis pas un spécialiste du terrorisme, mais dans certaines autres guerres, on a des terroristes qui veulent s'implanter, en fait, qui veulent gérer des régions. Par exemple, en République démocratique du Congo, on comprend très bien que les groupes terroristes qui sont là-bas veulent gérer l'étendue d'un territoire qui est le Kivu aujourd'hui. C'est la même chose en République centrafricaine. Vu que l'argent est partout, vu que les ressources sont partout, on veut gratter le maximum de territoire. En réalité, c'est ça l'idée. Et lorsqu'on superpose cette deuxième carte, on comprend ce que j'étais en train de vous dire tout de suite. Les groupes armés
essaient de garder des territoires pour eux. Donc pour les médias occidentaux qui ont fait passer ça pour une guerre ethnique, tribale, pour une guerre religieuse, ils ont tout fait pour manipuler l'opinion publique, mais aussi manipuler la population. Parce qu'en tant que population, lorsque tu entends aux médias en qui tu as confiance que oui, les musulmans massacrent les chrétiens, si tu es chrétien, il y a de fortes chances que tu rejoignes le groupe anti-musulman. Et de même, si tu es musulman et que tu entends que les chrétiens massacrent des musulmans, même sans forcément tout comprendre, il y a de fortes chances que tu rejoignes le groupe des musulmans qui tuent les chrétiens. Donc, au final, on se retrouve dans une guerre médiatique aussi dans laquelle on nous a fait croire, et même moi, quand j'étais plus jeune, j'entendais République centrafricaine. Au Burkina, on a eu beaucoup de réfugiés de la République centrafricaine qui sont venus au Burkina, qu'on a inscrits dans des écoles. J'en connaissais personnellement, des réfugiés centrafricains. Et même eux nous ont fait comprendre que c'était une guerre religieuse. Ma grande sœur, par exemple, avait une très bonne amie qui venait de là, qui était réfugiée, qui était musulmane. Elle croyait dur comme fer que les chrétiens étaient des gens méchants parce que on a massacré des gens de sa famille parce qu'ils étaient juste musulmans. C'était une population paisible, ils vivaient très bien. Donc on a fait passer ça pour une guerre religieuse. Je vous le dis, aujourd'hui, la Seleka et les Anti-Balaka, qui sont les deux gros groupes rebelles dont on va parler maintenant, ne sont pas des mouvements religieux. Ce sont des mouvements armés, politico-militaires, qui ont été instrumentalisés avec la religion. Donc les leaders de ces groupes-là, les leaders des Anti-Balaka, les leaders de la Seleka, font croire aux gens qu'ils se battent pour la liberté religieuse. Donc, par exemple, les musulmans se battent pour les musulmans, les chrétiens se battent pour les chrétiens. Mais en réalité, même ces leaders-là sont des acteurs locaux qui connaissent les enjeux et qui instrumentalisent la religion pour faire la guerre, parce que la guerre, ça rapporte énormément d'argent. Mais comment commence la guerre civile en République centrafricaine? En fait, les événements commencent bien avant 2012. En fait, le président de la République centrafricaine à l'époque était jugé incompétent du fait qu'on n'arrivait peut-être pas à assez piller le pays quand il était là. Et donc en 2003, soutenu par Idriss Déby Itno, donc le Tchad, par la France, par les États-Unis, un certain homme, un monsieur Bozizé, fait un coup d'État au président en place, le général Patassé. Bozizé récupère le pouvoir et signe des accords parce que c'est quand même le Tchad qui l'a aidé à prendre le pouvoir. Et quand je dis aider, c'est réellement aider avec de l'argent, des armes, mais aussi des militaires tchadiens. Et le contrat avec Bozizé, c'est quoi? Bozizé offre au Tchad des contrats de sécurité nationale. Ça veut dire qu'au sein de la sécurité nationale, du renseignement, les gardes qui sont autour du président, ce sont des Tchadiens. C'est un gros contrat, c'est beaucoup d'argent qui sont brassés, c'est beaucoup d'informations de renseignement. Et derrière, il va offrir aux Américains et aux Français beaucoup de contrats au niveau de l'exploitation minière. Par exemple, les Américains s'en sortent avec beaucoup de contrats sur le pétrole. Et on a les Français qui vont, grâce, comme je le disais, à Areva, s'en sortir pas mal avec beaucoup de contrats sur l'uranium. Donc on se retrouve dans une configuration dans laquelle Bozizé arrive au pouvoir avec ses alliés américains, tchadiens et français en échange de mines, en échange de sécurité, en échange de tout ceci, cela. Sauf que progressivement, Bozizé, il va prendre du zèle, il va commencer à être très à l'aise et il va commencer à dire des choses, à faire des choses qui vont détériorer ses relations avec Idriss Déby, principalement, qui est un acteur important de la région en ce moment-là. Et avec Idriss Déby, les relations commencent à être bizarres au point que Bozizé se permet de renvoyer tous les militaires tchadiens et offre le contrat de sécurité à l'Afrique du Sud. Idriss Déby voit rouge. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que pour Idriss Déby, le nord de la République centrafricaine est une continuité du sud du Tchad, qui sont des régions très riches dans lesquelles il veut se servir à volonté. Et le fait que d'un coup, on lui retire les contrats de sécurité de la région, il n'est pas du tout content. Surtout que dans le sud du Tchad, il y a des communautés qui commencent à élever la voix contre Idriss Déby. Et il voit ça comme une véritable trahison. Surtout que maintenant, on parle de contrats qui sont donnés à l'Afrique du Sud. Mais ça arrive en 2012. Mais avant ça, il y a eu d'autres embrouilles. Parce que en 2005 et en 2011, la France va aider Bozizé à gagner des élections très démocratiques. Et dans cet excès de zèle, en plus de ce qu'il a fait aux Tchadiens en les renvoyant tous, il va provoquer les Américains. Parce qu'il y a un certain monsieur Greenberg qui a signé des accords sur l'exploitation du pétrole avec
le prédécesseur de Bozizé. Mais quand Bozizé arrive au pouvoir, Bozizé tout de suite, il n'a pas de problème avec les Américains. Il n'y a aucun souci là-dessus. Il les laisse exploiter. Sauf qu'à un moment, Bozizé décide de retourner tous les flux financiers vers lui. Et tous les flux financiers, il y en a deux principaux. Je sépare vraiment les deux parce que ça va être très important. Le pétrole d'un côté et tout ce qui est or et diamant de l'autre. Donc le pétrole, c'est l'affaire des Américains. C'est surtout l'affaire de M. Greenberg qui est un gros pétrolier. Et Bozizé va décider que dans le pétrole, on va tout refaire. On va refaire tous les contrats pour que lui aussi, il puisse profiter de son pétrole. Et M. Greenberg refuse. Sauf que Bozizé, comme je l'ai dit, il a pris un peu de zèle, il y croit. Il va dire aux Américains, si vous refusez, c'est tant pis pour vous. Il va prendre les contrats, il va les passer à la Chine. Parce que je vous ai dit, en République centrafricaine, tout le monde veut sa part du gâteau. Et la Chine, le pétrole, ils en veulent. Donc les Américains voient rouge tout de suite. Pour eux, c'est un affront qui ne peut pas passer. Greenberg annonce aux antennes de Jeune Afrique qu'il va tout faire pour faire tomber Bozizé. Ensuite, au niveau de la France, on se rend compte que on a l'uranium, on a l'or, on a le diamant. Mais qu'est-ce qui va se passer? Bozizé, comme je l'ai dit, il veut retourner les flux vers lui. Et donc, il va commencer à mettre du sable dans le repas des gens. Parce que dans presque tous les pays africains, lorsqu'il y a eu la colonisation, ensuite il y a eu la formation de l'élite manipulée et tout, il y a eu des populations qui ont été marginalisées. Et généralement, ces populations marginalisées-là se trouvent dans des régions assez riches. On exploite simplement pour ses richesses. On ne veut pas faire d'ingénierie sociale. Les régions les plus délaissées en République centrafricaine, c'est le nord. Ce nord-là est très riche en diamants, en or. Et les jeunes là-bas, sont obligés de devenir des dealers de diamants, ils sont obligés de devenir des orpailleurs illégaux pour essayer de s'en sortir, nourrir leur famille. Donc quand Bozizé décide de tourner les flux vers lui, il va essayer de récupérer ces diamants-là. Sauf que les jeunes de cette partie du pays qui sont très peu alphabétisés, avec un taux de chômage qui explose toute concurrence. Ils vont se dire, mais c'est qui ce monsieur qui déjà, il nous calcule pas, nous aussi on fait notre vie, et maintenant il veut récupérer la seule source de revenus qu'on a. Et ils vont commencer à émettre beaucoup de revendications, mais Bozizé, il ferme les yeux. Il veut rien savoir. Lui, il veut l'argent du diamant. Et les Français, ils vont voir que, ça commence à se gâter parce que si Bozizé commence à bouffer l'argent du diamant, eux, ils ont moins de diamants. Et derrière, les États-Unis veulent faire tomber Bozizé. Et ensuite, on a chassé le Tchad. Et le Tchad, c'est le grand allié de la France. Donc, la France se dit, ok, je pense que c'est le moment de faire tomber Bozizé. Et disons, tout ça arrive à la fin de l'année 2011, début d'année 2012. Fin d'année 2012, la Séléka, donc un des groupes armés, va commencer à attaquer des positions dans le nord, va commencer à gratter des zones du nord, et puis c'est la guerre civile qui va commencer. Jusqu'à ce qu'en 2013, Bozizé perde le pouvoir au profit de la Séléka. Comme par hasard, pile au moment où il a tourné le dos aux Américains et aux Tchadiens, il a perdu le pouvoir. Mais c'est qui cette Séléka? C'est quoi cette Séléka? En fait, le mot Séléka signifie en langue sango, qui est une langue de la région, union, alliance. Mais c'est l'alliance de qui? C'est l'alliance de plusieurs sigles. Si je commence à vous citer les sigles là, vous allez croire qu'on est dans une ambiance ASMR. Tellement il y a des sigles merveilleux. On a des trucs pour la défense de la patrie, pour l'unité nationale. Vous connaissez tous ces mots super beaux qu'on met de l'avant alors que c'est juste des terroristes qui veulent faire le plus d'argent possible, quitte à ce que tout le monde meure. Et la Séléka contient quand même des gros noms qui travaillaient avec Bozizé et qui l'avaient aidé à prendre le pouvoir. Mais maintenant qu'il a un peu tourné sa façon de faire, ils se sont retirés, ils sont allés vers leurs alliés, les Tchadiens, les Français, les Américains. Parmi ces grosses têtes-là, il y a un certain monsieur Djoto Dia. Il y a aussi un certain monsieur Hissène Abdoulaye, dont j'ai envie de parler ici. Donc sur le papier, la Séléka estime que Bozizé a beaucoup trop marginalisé les populations du Nord, parce que monsieur Djoto Dia et monsieur Hissène Abdoulaye viennent du nord du pays. Et eux, sur le papier, ils disent que Bozizé a beaucoup trop exploité cette population sans vraiment la développer. Il l'a trop mis de côté. Et maintenant, eux, en gros, ils sont là pour remettre les pendules à l'heure pour sauver le peuple centrafricain. De l'autre côté, Bozizé aussi estime que c'est de la trahison parce que ce sont des gens qui l'ont aidé à prendre le pouvoir. Donc, Djoto Dia et Hissène Abdoulaye, ils vont prendre beaucoup d'armes avec les Tchadiens, mais pas seulement. Ils vont également prendre beaucoup de mercenaires dans les rangs de l'armée tchadienne et beaucoup de mercenaires dans les rangs soudanais. Tout ça financé par les États-Unis
et la France. Vous le savez très certainement et on l'observe aujourd'hui sur le continent, les pays très très riches sont souvent déstabilisés parce que ça arrange tout le monde. Ça arrange tout le monde sauf ces pays et ces populations. Lorsqu'un pays est complètement déstabilisé, il y a des réseaux mafieux qui se tissent et on vend le diamant moins cher et on vend l'uranium moins cher, on vend tout ceci, cela moins cher. Et c'est ce qui va arriver en République centrafricaine parce que la Séléka va avancer ses positions de plus en plus. Malheureusement, l'armée centrafricaine régulière n'est pas suffisamment équipée parce que Bozizé, il l'a pas fait. Je vous ai dit que sa garde présidentielle, c'était des Tchadiens. Il n'a pas équipé son armée parce qu'il avait peur de perdre le pouvoir. Donc, finalement, son armée est sous-équipée face à des groupes rebelles qui sont suréquipés par ces mêmes Tchadiens, cette même France, ces mêmes États-Unis. Mais il y a aussi d'autres acteurs parce qu'il y a le Congo-Brazzaville qui va soutenir la Séléka pendant un moment. On a aussi le Cameroun qui va soutenir pendant un moment des chefs de la Séléka. On a aussi les réseaux indiens du Kenya qui vont soutenir la Séléka pendant un moment. Je dis pendant un moment parce que ça va être des soutiens souvent sporadiques, pas toujours sur la durée, contrairement au Tchad, à la France et au Soudan aussi. Il faut que je précise, au Soudan aussi, qui vont vraiment soutenir de façon étendue cette guerre-là. Ce qui m'avait le plus surpris, par exemple, c'était la présence de la Suisse dans les histoires centrafricaines. Parce qu'on parle rarement de la Suisse, qui est censé être le pays le plus neutre. Mais en réalité, Abdoulaye Hissène, je parlais de lui tantôt, c'est un self-made man. C'est comme ça qu'on appelle ça, des gens qui se sont fait eux-mêmes, disons. Mais en fait, Abdoulaye Hissène, il s'est fait dans le deal de diamants. C'est d'ailleurs comme ça qu'il a réussi à rentrer en contact avec l'oligarchie tchadienne et soudanaise. Et c'est aussi comme ça qu'il a réussi à rentrer en contact avec les Suisses. Parce que je ne vais pas vous faire l'insulte de vous dire pour quelle raison, mais la Suisse était très intéressée par les services de Abdoulaye Hissène, qui pourtant, à l'époque où la Séléka commence à attaquer les positions en République centrafricaine, était déjà connu comme étant, en tout cas, un chef de guerre. Donc, quelqu'un qui va tuer des gens et qui va permettre de sortir des ressources d'un pays de façon illégale, un pays qui est encore un État. Et d'ailleurs, c'est pas moi, Afzal, qui dit ça, parce que l'ONU a confirmé en 2015 que 198 000 $ ont transité par le Tchad en provenance de la Suisse pour le compte de Abdoulaye Hissène. Et ça a été noté frais de voyage. Frais de voyage par rapport à quoi? Bon, bref, je vais pas rentrer dans ce détail-là, mais vous m'avez compris. La Séléka a été fortement soutenue par certains. Au Cameroun, au Tchad, au Kenya, c'est 230 millions de francs CFA en diamants seulement qui sont vendus par les 3 plus grands chefs de la Séléka en 2014. Donc vous comprenez qu'en fait les enjeux sont tellement énormes. On parle de 230 millions de francs CFA seulement sur du diamant en quelques transactions pour 3 personnes. Les enjeux sont tellement importants que même les acteurs régionaux sont dans le coup. Mais revenons à la chronologie un peu parce que je me suis beaucoup éparpillé pour vous donner le plus d'informations. Revenons à la chronologie des choses. Donc, en fin d'année 2012, la Séléka rentre en Centrafrique et commence à massacrer des villages, commence à vraiment faire beaucoup d'exactions, commence à se battre contre les forces armées régulières de la République centrafricaine et prennent de plus en plus de positions au niveau du Nord. La réalité, c'est que leur objectif, c'est très clairement le fauteuil présidentiel. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent faire tomber Bozizé pour récupérer le fauteuil présidentiel. Mais dans cette quête du fauteuil présidentiel, ils vont vraiment massacrer beaucoup de gens. Parce que la réalité, c'est que si on terrorise les gens et qu'ils fuient leur village, et que ces villages-là sont posés sur de grosses ressources, des grosses réserves de diamants, on a un accès libre à ce diamant-là. Donc c'est ça l'idée. On va massacrer les populations pour leur faire peur, pour les faire déguerpir leur village de leurs grands-parents, de leurs arrière-grands-parents, pour le besoin de l'argent et des richesses. Au final, en 2013, dans un sillon de cadavres, la Séléka arrive à renverser Bozizé et à prendre le pouvoir. Et lorsqu'ils prennent le pouvoir, ça ne va pas aller mieux. Parce que lorsqu'ils prennent le pouvoir, les mercenaires tchadiens, soudanais et même centrafricains vont commencer des exactions terribles dans la capitale Bangui. Parce que ces mercenaires-là, les mercenaires sont habitués à racketter. Donc même si vous prenez le pouvoir, Djotodia qui a récupéré le pouvoir en 2013, il disait dans une interview, il disait oui, moi je peux pas contrôler tout le monde, je suis pas Dieu. Mais tout le monde sait qu'un mercenaire, c'est juste l'argent qui l'intéresse. Les mercenaires s'en foutent. Donc lorsque toi tu deviens président, là, si tu ne me payes pas bien, moi je me sers dans la population. C'est aussi simple que ça, c'est ça les mercenaires. Et la population se retrouve dans quelque chose de terrible parce que la Séléka
Séléka est au pouvoir. Et malgré qu'ils sont au pouvoir, malgré qu'ils ont tué beaucoup de gens, malgré qu'ils ont certaines zones diamantifères et aurifères et tout ce qu'ils veulent, ils continuent de racketter, de tuer des gens, de violer des femmes. Qu'est-ce que la population peut faire? Il n'y a que deux choix. C'est ou bien la migration, donc fuir la République centrafricaine, ou bien prendre des armes. Et pour 1,27 million de personnes, 1,27 million de personnes, c'est la migration qui sera choisie. Donc on a 1,27 million de personnes qui vont fuir leur pays. Et de l'autre côté, on a ceux qui vont décider de prendre les armes. Et parmi ceux qui décident de prendre les armes, la plupart vont rejoindre le seul groupe qui arrive à tenir tête à la Séléka, les anti-Balaka. Balaka signifiant machette, donc les anti-machettes, qui sont un groupe armé aussi, qui à la base est un groupe d'autodéfense, qui va finalement virer en groupe terroriste également, parce qu'eux aussi ils vont faire beaucoup d'exactions sur des personnes innocentes. Parce que comme je vous l'ai dit depuis au tout début, on va faire croire aux gens que la Séléka est un mouvement musulman, alors que c'est un mouvement politico-militaire qui massacre les gens. C'est pas un mouvement musulman qui massacre des gens. Et vu que la population de Bangui et de cette zone-là, en tout cas du sud, est majoritairement chrétienne, on a l'impression que les musulmans tuent les chrétiens. Et donc les anti-Balaka vont être majoritairement chrétiens. Et on va dire que les anti-Balaka sont un groupe armé chrétien qui tue des populations musulmanes innocentes. Et c'est comme ça qu'on va instrumentaliser ça. Et n'oublions pas une chose, il y a beaucoup de pays qui louchent sur la République centrafricaine. L'Afrique du Sud, la Chine, la Russie, la France, les États-Unis, le Cameroun, les Indiens kenyans. J'insiste parce qu'on a retrouvé énormément de diamants d'or qui ont suivi des réseaux jusqu'au Kenya, mais qui ne sont pas restés au Kenya, qui sont allés en Inde. Donc des réseaux indiens à partir du Kenya. On a tout ça qui veut l'accès à la République centrafricaine. Et la France, bon, qui est la puissance coloniale, qui se dit que c'est son précaré, la République centrafricaine lui appartient, commence à se poser la question de qu'est-ce qu'on va faire pour que effectivement on récupère tout ça pour nous. Et dans ces questionnements-là, ils vont décider qu'il va falloir qu'ils s'activent des opérations militaires. Il va falloir qu'ils soient sur place, sur le terrain, militairement pour contrôler et le renseignement et les crises et tout. Sauf que pour que la France puisse envoyer des soldats de façon légale en République centrafricaine, il va falloir que l'ONU l'autorise. Je dis même pas l'ONU, il va falloir que le Conseil de sécurité de l'ONU l'autorise. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire selon vous? Je vous laisse une minute comme ça pour voir. Ils vont renseigner les deux camps. Ils vont décider de donner du renseignement aux anti-Balaka, de donner du renseignement à la Séléka, de sorte que les deux s'affrontent de plus en plus violemment. Et quand les événements vont vraiment dégénérer à un point où ça sera plus possible, ils vont aller à l'ONU et dire « Ah, il va falloir qu'on intervienne parce que nous, la France, on est des gens qui se battons pour la liberté, etc. etc. » C'est comme ça qu'on va leur dire « Ok, la France, allez-y. Allez-y, calmez les choses. » Et c'est là qu'ils ont l'autorisation de lancer l'opération Sangaris. À l'époque, c'était François Hollande. Et maintenant, l'opération Sangaris se positionne et les soldats français arrivent sur le territoire. Et pour vous montrer à quel point Idriss Déby était très impliqué dans cette guerre, le 9 janvier 2014, il envoie un avion en République centrafricaine pour aller chercher le Conseil national de la transition à Bangui. Donc, Conseil national de la transition, vous voyez ça dans tous les pays où on a fait des coups d'État, hein, Conseil national de la transition, Conseil machin, bref. Il va aller prendre les 135 membres de ce conseil-là pour les amener devant la CEAC. Et face à la CEAC, face au président de la CEAC, il va décider qu'on va destituer Djotodia et son premier ministre, Nicolas Tiangai. Donc, on destitue, il n'est peut-être pas arrivé de la meilleure des façons, ça, c'est sûr. Mais on destitue le président centrafricain, donc Djotodia à l'époque, et le premier ministre, Nicolas, dans la CEAC, comme ça, sans prendre à aucun moment la vie des Centrafricains. Ce qui montre en réalité le destin de la République centrafricaine depuis très longtemps n'est pas décidé en République centrafricaine. C'est comme ça que Djotodia est envoyé au Bénin en exil, hein, tout simplement, avec beaucoup de chefs d'accusation, mais ça va jamais avancer. Et il faut faire une transition en attendant. Et c'est comme ça que le 20 janvier 2014, Catherine Samba Panza est élue présidente de la transition. Vous voyez à quel point ce pays-là souffre vraiment des mains basses de ceci, cela, de ces gens, juste pour l'appât du gain. Mais Madame Catherine va vraiment faire ce qu'elle peut, du mieux qu'elle peut, j'imagine, mais ça va rien arranger. Les groupes rebelles continuent de s'allumer un peu partout, la population continue de mourir, les gens continuent de se déplacer, de fuir le pays.
et les ressources naturelles continuent d'être pillées. Et pendant tout ce temps-là, on a un homme dans l'ombre qui va tisser sa toile de relations petit à petit. Cet homme-là, en 2008, il était Premier ministre de François Bozizé. Sauf qu'en 2014, avec tous les troubles, etc., il s'expatrie en France. Et il revient dans le sillon de l'opération Sangaris en 2015. C'est un peu comme si il va en France, ensuite Sangaris arrive, déblaye un peu la zone, la transition, tout ça, et ensuite lui, il arrive. C'est comme ça que M. Archange Touadéra va devenir un candidat potentiel pour les élections qui vont être organisées avec le soutien de la France. En 2016, donc, quand il y a les élections, M. Touadéra arrive curieusement à la 2e place du premier tour, avec seulement 19% des voix face à son concurrent, Anissé Georges Doguélé, qui avait, lui, 27% des voix. Sauf qu'au second tour, M. Touadéra crée la surprise avec un bon petit 62,7% du suffrage. Et donc, en 2016, malheureusement, ça me fait sourire, parce que je suis fâché, en fait. Ça m'énerve beaucoup, cette histoire-là. J'ai travaillé sur ce dossier pendant longtemps. Je suis tombé sur des rapports qui vraiment sont terribles. Le groupe Castel. Je fais une discrétion exprès parce que ça me frustre beaucoup. Le groupe Castel va financer des groupes rebelles qu'ils savent massacrent des populations pour avoir le champ libre, pour pouvoir exploiter certaines concessions. On va avoir Areva qui va faire de même. Bref, je fais la discrétion exprès pour que vous compreniez, mais cette situation-là me frustre énormément. Et la France en 2016 se croit toute puissante parce que, comme je l'ai dit, on a le groupe Castel qui s'en sort, qui fait ce qu'il veut. On a Total qui fait ce qu'ils veulent. On a Areva qui fait ce qu'ils veulent. Bref, la France fait ce qu'ils veulent. La République centrafricaine, les Soudanais s'en donnent à cœur joie. Les Tchadiens s'en donnent à cœur joie. Quand je dis les Tchadiens, quand je dis les Soudanais, ce n'est pas la population tchadienne, ce n'est pas la population soudanaise. On parle ici de l'oligarchie. Ce mot-là, je le pique à Kémy Séba, c'est vrai, mais on parle ici vraiment de l'élite corrompue de ces pays-là. Donc, s'il vous plaît, ne prenez pas mes mots pour commencer à mettre des populations en conflit. Moi, je suis pour l'unité des Africains. Et donc, la France, qui se croit toute puissante, va commencer à délaisser finalement son poulain Touadéra. Touadéra va commencer à demander des choses pour avancer dans son pays, pour faire ses choses. Bon, je ne sais pas exactement quoi, mais en tout cas pour faire ces choses. Et la France va commencer à refuser beaucoup de choses. Et donc Touadéra, qu'est-ce qu'il va faire? Il va regarder à gauche, à droite, quels sont les alliés potentiels. Et il y a une certaine Russie qui est prête à l'aider. Cette certaine Russie-là, il faut préciser qu'elle a des intérêts très importants au Soudan voisin. J'insiste là-dessus, vous allez comprendre pourquoi. Au Soudan voisin, la Russie a de très importants intérêts. Participe avec les autres, donc l'Orient, l'Occident, ils participent activement à ce qui se passe au Soudan. Donc, la République centrafricaine, qui est collée au Soudan, ferait une excellente base arrière. En plus du fait que la République centrafricaine, c'est quand même un bon moyen de financer certaines activités. C'est ainsi que les ex-Wagner vont prendre des positions en République centrafricaine, avec bien sûr la bénédiction du président Touadéra. Et Touadéra est encore au pouvoir, donc c'est quand même un risque que je prends en vous disant tout ça, mais je n'ai pas eu accès malheureusement à tous les accords. C'est des accords qui sont assez flous, et c'est le cas pour pas mal de pays aujourd'hui qui... Bref, je ne vais pas parler de ça maintenant, mais en gros, il y a beaucoup d'accords très flous, mais ce que j'arrive à comprendre, c'est que beaucoup de concessions minières sont plus ou moins cédées à la Russie à condition d'apporter un service militaire, un service sécuritaire, ce genre de choses, vous comprenez un peu. Ça arrive dans pas mal de pays aujourd'hui. Et on se rend compte qu'au niveau de la géopolitique de la région, la Russie, ça les arrange énormément, comme je disais, par rapport aux intérêts soudanais. Parce qu'au Soudan, la Russie soutient un camp, la France et ses alliés soutiennent un autre camp. La Séléka est soutenue par un certain camp du Soudan et le gouvernement de la République centrafricaine est soutenu par un autre camp du Soudan. On va rentrer dans le détail. Parce que la France et la Russie se rendent coup sur coup en République centrafricaine, mais aussi au Soudan. Et c'est les Soudanais et les Centrafricains qui meurent. Voilà. Donc au Soudan aujourd'hui, on a deux principaux leaders. Donc on a le général Hemeti et on a le général Bourhan. Et Bourhan et Hemeti, ils sont en train de saccager le Soudan et de tuer beaucoup de Soudanais. Et ces deux personnes-là sont soutenues par deux blocs. Parmi ces blocs, donc la Russie qui soutient le gouvernement actuel de la République centrafricaine. Et c'est par Bangui que passent toutes les armes qui vont au général Hemeti. Donc Hemeti
a fortement intérêt à ce que la Seleka disparaisse. Donc Hemeti est lourdement armé par la Russie avec des armes qui transitent par Bangui et donc est contre la Seleka. Sauf que la Seleka est soutenue par ceux que vous savez qu'on a déjà cités, mais aussi par Bourhan. Parce que si Bourhan arrive à soutenir la Seleka, de sorte que la Seleka repousse les Russes, mais aussi le gouvernement actuel de Touadéra, et que la Seleka prend définitivement le pouvoir en République centrafricaine, Bourhan pourra maintenant prendre un sandwich Hemeti qui se trouve en fait dans la zone de la frontière avec la République centrafricaine. Et il pourra gagner le Soudan au complet. Donc vous comprenez qu'en réalité, la tragédie des pays africains, c'est qu'aujourd'hui, les gens mettent les intérêts personnels, privés, d'argent, de pouvoir avant la population. Et vraiment, la situation en République centrafricaine, c'est un sujet qui m'a beaucoup perturbé ces dernières semaines. Parce que j'ai décidé de faire la vidéo de la République centrafricaine de base sur l'histoire de Boganda. Parce que j'avais envie qu'on comprenne quel était son héritage et tout. Sauf que quand j'ai commencé à faire des recherches sur la République centrafricaine, je me suis rappelé de cette guerre et tout. Je me suis demandé, mais quelles étaient les vraies raisons de cette guerre? Et là, j'ai commencé à fouiller. J'ai commencé à lire des rapports. Et de rapport en rapport, j'avais vraiment le sang qui me montait à la tête et qui me mettait dans un état terrible. Donc, tout ça pour dire que aujourd'hui en Afrique, beaucoup de gens pensent qu'il faut chasser la France pour faire des alliances avec la Russie. Il faut, je sais pas, mais comprenez une bonne chose. En Afrique, aujourd'hui, il n'y a personne d'autre que les Africains qui vont pouvoir aider les Africains à mieux vivre. Si entre nous, on n'arrive pas à s'organiser pour arrêter les guerres, pour s'unir, pour travailler ensemble, pour aller de l'avant, c'est pas en allant chercher les Russes ou en allant chercher les Français ou les Américains qu'on va s'en sortir. J'ai vu l'autre jour le président de la République démocratique du Congo qui veut signer un accord sur des mines avec les États-Unis. Mais est-ce que Monsieur le Président, vous n'avez pas vu ce qui s'est passé en Ukraine? L'Ukraine a offert les terres rares de l'Ukraine. Monsieur Zelensky, là, il a donné les terres rares de l'Ukraine aux Américains pour la guerre contre la Russie. Il en est où? On l'a ridiculisé il n'y a pas si longtemps que ça. Comment en sachant ça, vous pouvez aller pour prendre des accords encore avec... En fait, je sais pas, je suis un peu fâché. Parce qu'il y a trop de choses. Il y a trop de choses. La vidéo va faire 2 heures si je continue comme ça. Pour conclure, la géopolitique, c'est quelque chose de froid. C'est quelque chose de froid. Enlevez vos émotions. Essayez vraiment de prendre du recul. Moi, je ne suis pas un professionnel de cette chose-là. Mais j'insiste sur ces sujets-là parce que c'est important. Vraiment, prenez du recul à chaque fois. Prenez du recul à chaque fois. Oh, les Russes nous ont envoyé des armes. Oh, les Russes nous ont envoyé des chars. Ok, on a donné quoi aux Russes? Ah, la France nous a donné un financement pour telle ou telle activité. Ah, l'Union européenne nous a donné telle chose. Mais nous, on a donné quoi en retour? Posez-vous ce genre de questions. Qu'est-ce qui se passerait si? Pourquoi prendre tel ou tel allié? C'est ça qui est important. Aujourd'hui, les Soudanais souffrent. Aujourd'hui, les Centrafricains souffrent. Aujourd'hui, dans l'AES, on souffre. Il y a beaucoup de pays qui souffrent aujourd'hui à cause de ces choses-là. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Vraiment, désolé, j'ai fait beaucoup de digressions. Je suis rentré dans beaucoup de choses parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais tout ce que moi, je tiens à ce que vous reteniez aussi à la fin pour conclure, c'est que il faut que les Africains s'unissent. Merci d'avoir suivi la vidéo. N'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de partager la vidéo. Ciao.